Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue à Cap Digital pour ce 12e Conquest dédié au financement européen sur la ville durable. Désolée pour ce retard de 5 minutes, mais comme ça, je pense que vous avez eu le temps d'arriver, de vous installer devant votre ordinateur, de prendre une tasse de café ou de thé, car aujourd'hui, on a un programme chargé d'1 heure et demie pour vous passer le panorama des financements européens dédiés à la ville. Alors, hop, j'ai un souci avec les slides. De connexion, je crois que j'ai eu. Pardon. Est-ce que vous m'entendez? C'est bon? Alors, voici donc notre programme aujourd'hui. Donc, je vous présenterai Cap Digital brièvement. Et puis, je donnerai la parole à Anouk qui vous présentera le point information nationale ville. On vous expliquera brièvement les financements en cascade et on a la chance d'avoir avec nous donc un témoignage d'un consortium lauréat, donc Clément et Fad qui sont là en vidéo. Et puis, on reviendra sur les financements Horizon Europe, Pilier 2, IIC Accélérateur. Alors, je vous dis tous les mots, mais on aura le temps de vous expliquer tout ça. Est-ce que vous m'entendez? Parce que dans le chat, je vois que c'est bon. Allô, allô? François, peux-tu me dire si on m'entend? Moi, je t'entends très bien. Parfait alors. Donc après, on vous présentera donc European Urban Initiative, URBAC, les programmes LIFE et on terminera par ESPON et on vous donnera aussi des tips via les calendriers et les ressources et on vous invitera, donc c'est nos derniers événements là cette semaine à Cap Digital et on vous invitera de nouveau en septembre. Avant de commencer, juste les quelques règles de la plateforme. Donc, vous avez bien compris, il y a le chat pour se dire bonjour, pour échanger des informations, pour se répondre. Vous avez un onglet questions, donc n'hésitez pas à poser vos questions pour qu'on les prenne en compte. Et puis voilà. Donc ici vous avez la liste des intervenants. Comme je vous disais, donc il y avait donc moi, Cap Digital, Anouk, et puis Clément et Fad de l'équipe Circumax. Alors, qui sommes-nous pour ceux qui ne connaissent pas Cap Digital? Nous sommes le pôle de la transformation digitale et écologique. Nous soutenons l'émergence, le développement et l'expérimentation de l'innovation à fort impact écologique, social et environnemental sur 2 régions, l'Île-de-France et les Hauts-de-France. Aujourd'hui, nous rassemblons plus de 1000 structures, notamment des PME, des startups, mais des centres de recherche, des grands comptes et des fonds d'investissement. On vient de fêter nos 15 ans. Chaque année, pour faire vivre cet écosystème, nous organisons de nombreux événements pour vous aider à réseauter, à vous donner de la connaissance aussi à travers nos différentes publications. Et l'année dernière, on a réalisé, par exemple, plus de 110 événements. Et bien sûr, hein, si vous avez besoin d'être accompagné, vous avez une équipe de 40 collaborateurs sur 2 sites, sur 2 bureaux. Alors, je vais remettre… Voilà. À Paris, dans nos bureaux à Cap Digital. J'espère vous recevoir bientôt. Et notre bassin d'experts aussi est là pour nous donner un coup de main. En quelques mots sur les aspects Europe, depuis la création du pôle, on a été engagé dans plus de 42 projets européens en tant que coordinateur ou Work Package Leader. Et l'année dernière, on a été impliqué dans 12 projets, notamment dans la e-santé et dans la Smart Cities. Au total, on a créé un réseau de plus de 235 structures partenaires et chaque année, on accompagne plus de 500 innovateurs et innovatrices.
Alors, notre offre d'accompagnement, tout d'abord, c'est de vous sensibiliser, hein, donc de vous donner des connaissances générales sur les financements européens et plus approfondies sur certains guichets européens comme Horizon Europe, EIC ou des cascades funding. Et puis, on s'appuie après sur les autres relais comme le Pinville pour, pour vous accompagner sur d'autres appels à projets. Et puis, une fois que vous êtes adhérent à Cap Digital, on vous accompagne voilà, de façon plus personnalisée selon vos besoins de votre projet à travers un diagnostic, l'aide au montage et l'expertise de votre dossier. Et bien sûr, hein, si vous avez la chance de remporter un projet européen, on se fera le plaisir de disséminer la nouvelle à travers nos canaux de communication. Et si vous souhaitez nous rejoindre, vous avez ici la griffe tarifaire de la cotisation des adhérents. Pour les startups, c'est voilà, un prix très attractif à partir de 200 euros. Et je vais laisser la parole au Pinville à Anouk. Anouk, je te laisse le crachoir. Merci Julia. Bonjour à toutes et tous et merci d'avoir répondu à cette invitation. Donc, je suis Anouk Delanoë et je travaille au sein du Pinville qui a été créé en 2017 et qui vise à amplifier la participation des acteurs publics et privés français dans toutes les initiatives, tous les programmes et tous les réseaux européens du domaine urbain. Donc, le Pinville travaille en complémentarité avec toutes les autres initiatives nationales existantes du domaine et associe dans son fonctionnement les réseaux d'acteurs de la recherche, les entreprises, les collectivités territoriales et tous les autres acteurs de la fabrique urbaine, donc les aménageurs, les urbanistes et aussi les ministères. Donc, pour ce faire, pour augmenter cette participation, le Pinville exerce plusieurs activités. Donc, il produit des documents synthétiques sur les acteurs français et aussi sur les acteurs européens du domaine urbain. Il organise des journées nationales et régionales sur les financements européens et aussi sur les dispositifs d'accompagnement des acteurs pour accéder à ces financements. Il répond aussi aux questions et interrogations et redirige vers les autres points de contact nationaux qui existent sur les autres domaines liés aussi à la ville. Et il diffuse également une lettre d'information sur toutes les politiques, les programmes et les appels à projets européens, environ tous les mois, que vous retrouverez en fin de présentation. Voilà. Donc aujourd'hui, l'objectif, c'est de vous présenter et de parcourir ensemble le panorama des financements européens dédiés à la recherche et l'innovation urbaine, notamment pour les PME et les startups. Et merci beaucoup. Merci Anouk. Alors avant de commencer la présentation, je souhaiterais apprendre à vous connaître et je vais donc lancer un sondage pour savoir qui vous êtes. Voilà, si vous êtes plutôt une PME, une collectivité, un centre de recherche ou un consultant. Alors, j'appuie sur pour lancer le sondage. Alors, François, j'arrive pas à lancer le sondage. Est-ce que ça peut fonctionner? Normalement, tu as les droits pour le mettre en ligne. À publier le sondage. C'est bon. Voilà. Voilà, il faut une première fois. Est-ce que vous voyez le sondage apparaître? Ah voilà, soumettre le sondage. Alors, vous allez voir donc qui êtes-vous? Voilà, c'est pour un peu orienter la présentation. Donc, il y a beaucoup de PME, de collectivités. Quelques grands groupes, des consultants et autres structures. Donc, c'est surtout des PME en premier qui sont là, puis des collectivités. D'accord. Je vous remercie. Donc, la deuxième question, c'est comment qualifierez-vous votre expertise sur les programmes européens? Hop, je publie.
Est-ce que vous voyez le deuxième? Est-ce que vous voyez le deuxième sondage? J'ai l'impression que ça ne fonctionne pas. Est-ce que François, tu pourrais me donner un coup de main? Si, ça marche, Julien. En plus, Ah, on a une confirmation que... d'accord, parce que j'ai Voilà. vu le premier sondage qui a fonctionné, mais pas la Non, mais ça question marche 2. très bien. Ok, ça ne s'affiche pas en tout cas sur mon tableau. D'accord. Alors, je ne sais pas, François, est-ce que tu peux me dire les résultats pour comment qualifierez-vous votre expertise sur les programmes européens? Alors, est-ce que vous avez quelques-uns ou quelques-unes d'entre vous ont participé au sondage? Est-ce que ça marche bien quand vous cliquez sur l'ensemble des réponses que vous voulez mettre en avant? Peux-tu me dire brièvement les résultats, François, parce que je ne les vois pas s'afficher? Ok. Maintenant, je vois qu'il s'affiche. Donc, je vois surtout qu'il y a une grosse partie, une majorité des personnes se considèrent comme avoir un niveau intermédiaire de connaissances. Et puis après, débutants et quelques experts. Et je vais vous publier le dernier sondage qui concerne avez-vous déjà remporté un ou plusieurs projets européens? Et je dis plus de 5 ans. Ah, moitié-moitié. On va dire c'est plutôt favorable, plutôt on va dire une 54%, donc c'est plutôt une légère majorité. Donc c'est plutôt bien, bravo, félicitations. Voilà, bah merci. Nous, ça nous permet de vous connaître, savoir qui vous êtes, et on continue sur les cascades funding ou les financements en cascade en français, où on dit aussi du soutien financier à des tiers. Qu'est-ce que ce mécanisme de financement? La Commission européenne a souhaité mieux cibler le financement vers les innovateurs et innovatrices européens, et pour cela, elle a imaginé, conçu un nouveau mécanisme de financement. Donc, à la place que ce soit directement la Commission européenne elle-même qui finance directement les innovateurs et innovatrices, elle délègue cela à des acteurs locaux comme Cap Digital à lancer des appels à projets. Cet avantage, c'est que ce sont des dossiers qui sont plus légers que que les gros projets collaboratifs. Donc, c'est des dossiers qui vont de 5 à 15 pages, toujours en anglais. Ce sont des projets courts, principalement adressés donc aux startups et aux PME. Donc, ça va de 6 à 18 mois. Ce sont des financements qui peuvent aller jusqu'à 100% des coûts éligibles. Donc, dans les appels que j'ai pu voir depuis quelques années, ça va de 5K à 300K. Ce sont des subventions européennes provenant d'Horizon 2020 et Horizon Europe. Donc, ce ne sont pas des aides d'État. Donc, il n'y a pas de règles de minimise qui sont comptabilisées. Vous pouvez répondre selon les appels de façon individuelle ou en consortium. Et à droite, vous avez quelques exemples de services qui sont proposés. Donc, vous avez aussi bien le soutien à la levée de fonds, de l'open innovation, le soutien à l'accélération ou du transfert de techno. Je vous ai mis sur cette slide notre page vers notre site où vous retrouverez donc plus d'explications sur ces financements et aussi le lien pour trouver ces financements.
Brièvement, je vais vous présenter donc le projet européen DigiCirque mené par Cap Digital. Donc, nous sommes coordinateurs de ce projet. Il s'agit ici d'un accélérateur européen pour la digitalisation de l'économie circulaire. Donc, concrètement, on souhaite booster l'économie circulaire en finançant des innovations numériques, donc surtout des PME qui vont développer des solutions et qui visent à être mises sur le marché et qui répondent donc à l'un des 3 domaines émergents qui sont la ville circulaire, l'économie bleue et la bioéconomie. Donc 3 appels à projets vont être lancés. Le premier autour de la ville circulaire vient d'être lancé. Celui de l'économie bleue est en cours et prochainement en septembre, si vous êtes intéressé sur ce domaine, ça sera donc le dernier appel à projet. Pour y répondre, il faut être minimum 2 PME innovantes ayant une expertise complémentaire et elles peuvent recevoir jusqu'à 60 000 €. Et lors du programme d'accélération, elles reçoivent donc un soutien type des cours en ligne, des workshops, du mentoring et aussi un accès à un portefeuille d'investisseurs. Nous, Cap Digital, on peut vous accompagner aussi en amont sur ce type d'appel à projet. Je vous ai mis ici tout le site du projet si vous êtes intéressé. Ici, avant de commencer, voici donc le programme d'accélération qui est destiné donc aux PME. Il y a 2 grandes étapes. C'est un programme d'accélération qui dure 12 semaines en 2 étapes. Et la dernière étape, en fait, qui est le démo day, qui aura lieu pour bientôt pour ceux qui font partie de la ville circulaire le 8 septembre. Et je vous inviterai donc, vous pourrez venir assister au pitch des startups et elles reçoivent 5 consortiums lauréats pourront recevoir 100 000 € pour continuer leur projet. Et aujourd'hui, je laisse la parole donc à 2 lauréats du programme d'accélération DigiCirque de la ville circulaire qui ont remporté, donc là c'était en février dernier si je me souviens bien, et qui sont en train de terminer donc la phase 2 du programme d'accélération. Et je leur laisse la parole pour présenter leur projet et leur expérience. Merci Julia. Bonjour à tous. Alors Fadjamé, je suis fondateur d'Agoric. Je suis accompagné de Clément qui est présent sur la scène. Bonjour à tous. Nous avons, dans le cadre de l'appel à projet DigiCirque pour la ville circulaire, nous nous sommes rencontrés sur la plateforme de matchmaking qui a été mise à disposition par le programme d'accélération DigiCirque. Et nous avions en fait un projet. Nous travaillons dans un secteur commun qui est l'optimisation de la gestion des déchets. Et on a vu qu'on avait une complémentarité concernant ce secteur. Pour lequel nous avons souhaité proposer un projet qui a été retenu. Donc, nous sommes aujourd'hui en phase 2 de ce programme d'accélération. Voilà. Donc, Julia, si tu peux passer à la slide suivante, s'il te plaît. Alors oui, tu pourras même le faire toi-même. Il y a une petite flèche. Hop. D'accord. Ok. Donc, le challenge qu'on essaie d'adresser concerne la tarification incitative. Qu'est-ce que c'est? La tarification incitative consiste à faire payer les foyers non pas une charge liée à la taxe foncière, comme c'est le cas majoritairement en France, mais leur faire payer en fonction de la quantité de déchets qu'ils produisent. Pourquoi? Les études de l'ADEME ont montré que ça a comme effet de réduire la production de déchets résiduels qui sont généralement incinérés ou enfouis de l'ordre de 40% quand les gens savent combien ils jettent. Et ça augmente également le recyclage de matériaux qui autrement auraient fini brûlés donc, ou enterrés.
Donc le problème exactement, se pose au sein de l'habitat collectif, parce qu'au sein de l'habitat collectif, les bacs poubelles sont mutualisés et il est difficile de connaître la production individuelle de chaque foyer dans le cadre de ce type d'habitat. Donc notre solution, c'est d'équiper les bacs poubelles de capteurs de pesage et de moyens de communication afin de permettre aux municipalités d'avoir une vision claire de la production de déchets sur son territoire et aussi de permettre aux foyers de monitorer leur production de déchets et aussi payer, si la municipalité le souhaite, en fonction de la production réelle. Voilà, c'est le résumé un petit peu de ce qu'on essaye de développer dans le cadre de l'accélérateur DigiCirque. Un des principaux éléments dans le cadre de l'accélération était de mettre en avant l'impact environnemental et l'impact social du projet sur lequel nous travaillons. Donc, on a réalisé les moins 40% de déchets résiduels et les plus 20% de recyclage. Ça, c'est les études de l'ADEME qui le montrent et c'est lié à la tarification incitative. Et on a réalisé un bilan carbone de notre solution qui montre que on est à peu près à 35 kg de CO2 par personne par an d'économiser ou d'éviter grâce à notre solution qui permet de réduire l'incinération qui est le traitement majoritaire en France des déchets. Et concernant l'impact social ou sociétal, c'est un meilleur traitement des administrés puisque on ne paye plus en fonction du nombre de mètres carrés qu'on habite et où se trouvent ces mètres carrés, mais en fonction de la production réelle. Il y a aussi un encouragement des comportements vertueux réutilisation de sacs, utilisation de gourdes, achat en vrac. Et aussi, comme les bacs poubelles sont équipés d'électronique embarquée et d'un système mécanique spécifique, ça nécessite des interventions de maintenance qu'on prévoit de réaliser dans le cadre de programmes d'insertion professionnelle pour réaliser les opérations de ces bacs poubelles. Voilà. Peut-être Clément, tu souhaites parler du business potential? Oui, tout à fait. L'idée aujourd'hui, c'est qu'on est positionné sur un certain nombre de collectivités. Donc en France, elles ont la particularité d'avoir une obligation au niveau du budget liée à la gestion des déchets qui doit être à l'équilibre. C'est la taxe d'enlèvement qui est payée aux administrés qui devra être compensée par les coûts liés à la collecte. C'est là où la tarification incitative elle a un avantage d'autant plus intéressant qu'elle va permettre d'améliorer la qualité de service et d'augmenter la qualité de prestation tout en participant à diminuer la production de déchets résiduels et améliorer la collecte, en tout cas la densité de collecte au niveau de tout ce qui va être recyclable. Sur Paris, pour vous donner une petite idée, on paye une taxe à hauteur de 500 millions d'euros chaque année. On a calculé un retour d'investissement de 8% à 5 ans. L'idée étant que notre business model, on l'a construit pour que les municipalités, les collectivités en France et en Europe, elles aient un retour d'investissement compris entre 3 et 5 ans. Évidemment, il y a des investissements qui sont liés à cette tarification incitative, ils sont inhérents à la solution, mais il y a des enjeux légaux qui vont obliger les municipalités à prendre des directives dans ce sens-là. La solution qu'on propose, elle vient intégrer justement ce retour sur investissement pour leur permettre d'être plus compétitifs et d'amorcer plus rapidement ces changements au niveau de leur territoire. De notre côté, on leur vend ce système-là sous la forme de la partie hardware, donc les investissements au niveau de la poubelle connectée, dans la maintenance et toute la partie de formation, de gestion des badges, on en parlera un petit peu plus tard, et géré directement par Agoric, et de notre côté via une licence annuelle, ce qui permet d'être plus cohérent au niveau de la prestation de service également.
Mm. Et ce qu'on a pu démontrer dans le cadre des travaux sur notre business plan dans le cadre de DigiCirque, c'est que en fait avec du hardware bien pensé, bien conçu, on est capable en fait de compenser les coûts de capex, les coûts d'investissement pour les municipalités dans notre solution par la baisse des ordures ménagères résiduelles, pour lesquelles en fait le coût de traitement est beaucoup plus élevé que les matériaux recyclables. Il est plus élevé via en fait une incitation fiscale. Donc il y a une volonté européenne et nationale pour faire en sorte que le traitement des déchets soit beaucoup plus onéreux quand il s'agit d'incinération. Donc cette évolution réglementaire fait que un projet comme Circumax devient viable économiquement, en plus d'être avantageux sur le plan de l'environnement et de l'évitement du gaspillage de ressources. Voilà. S'agissant du consortium, je l'ai dit, Circumax est un groupement entre Agoric et Unico. Agoric s'occupe de toute la partie hardware, c'est notre cœur de métier. Donc jusqu'à la partie télécom via LoRaWAN. Et Unico, je laisse Clément en parler. Ouais, et nous, avec Unico, on adresse toute la partie qui va être liée à la gestion software, dans le sens où on propose une plateforme web en SaaS qui représente un peu une dimension ERP qui englobe toutes les activités inhérentes au service de gestion des déchets, et une partie de navigation embarquée qui permet justement d'optimiser les circuits de collecte, cette optimisation qui sera d'autant plus pertinente grâce aux données fournies par Agoric via la pesée embarquée. Et je rebondis juste sur cette petite slide pour mettre un petit peu en lumière le travail de DigiCirque et de Cap Digital qui oblige et du coup permettent cette mise en relation au niveau des consortiums. Pour nous, ça a été un vrai avantage parce qu'on a vu et on a identifié des complémentarités, des synergies évidentes côté Agoric et Unico. Et au-delà même de cet appel à projet, on entend travailler sur du plus long terme ensemble et ça permet de garder un peu vraiment de la pérennité aussi au niveau de cette mise en place. Donc oui, juste pour rebondir sur ce que disait Clément, dans le cadre l'accélérateur DigiCirque nous a vraiment permis de travailler sur le business model avec un accompagnement hebdomadaire par un business coach, donc qui nous a été vraiment bénéfique. Il y a aussi les subventions qui sont versées, qui sont dans le versement et échelonné. Et pour la phase 2, nous avons pu avoir un montant qui nous permet actuellement de travailler sur le développement du MVP, du Minimum Viable Product. Aussi, dans le cadre des différentes réunions thématiques, on a eu l'occasion de parler aux gens responsables de la gestion des déchets à Amsterdam, qui est une ville assez avancée en Europe. En Italie également, ils sont pas mal avancés. Ça a permis de valider en fait l'intérêt de la solution. Il y a personne qui nous a dit c'est n'importe quoi. Hein. Donc là pour la phase 2, on sort le MVP et on espère faire partie des 5 consortiums pour le Demo Day afin d'obtenir la subvention finale et pouvoir industrialiser le produit. Voilà. Donc, je ne sais pas, Clément, si tu souhaites rajouter quelque chose ou on peut passer aux questions-réponses directement. Non, je pense qu'on peut passer aux questions. J'espère qu'il y en a de votre côté. On est là pour y répondre.
Merci Fad et merci Clément pour votre intervention. C'était clair de mon côté. N'hésitez pas à poser des questions donc dans l'onglet questions ou s'il y avait des remarques ou comme Jean-Yves, vous souhaitez rentrer en contact avec Clément et Fad, n'hésitez pas à mettre vos coordonnées dans le chat. Moi, j'en ai une plutôt sur la dimension européenne. En tant que chargée de mission Europe, je suis un peu la Miss Europe de Cap Digital. Qu'est-ce que vous a apporté au fait le fait de participer dans un programme d'accélération européen et non national? Quel était le plus par rapport voilà, si ça avait... Sur cette dimension européenne, ce qui est hyper intéressant, c'est que en étant en France, en travaillant avec des collectivités territoriales françaises, des municipalités françaises, on a souvent un regard très franco-français, ce qui est très bien au début pour démarrer parce qu'on a des problématiques qui sont vraiment inhérentes à notre territoire et il faut passer par cette étape. Cette dimension européenne, elle nous permet quand même d'élargir notre horizon pour voir un petit peu ce qui se fait, ne serait-ce que dans les pays frontaliers. Nous, on a eu des idées sur la gestion des déchets au Portugal, en Italie, en Espagne, à Amsterdam, comme le disait Fad. Ce qui est intéressant, c'est qu'on se rend compte qu'il y a certaines disparités, mais qu'à la fois, on a aussi des potentielles évolutions qui émergent de tous ces dialogues-là. Et puis d'autre part, on est quand même 17 consortiums aujourd'hui avec des projets divers et variés sur les thématiques des Circular Cities. Ça nous permet quand même d'avoir une panoplie de projets, de gens qui sont motivés par les mêmes enjeux, qui ont quand même des buts qui vont se recouper souvent avec ceux que nous, on a envie de porter. Et ça, au-delà de la synergie qu'on peut créer entre Agoric et Unico, potentiellement demain, on va travailler avec d'autres consortiums sur d'autres thématiques et sur d'autres territoires, ce qui permet d'avoir quand même une grosse accélération d'un point de vue européen, à mon sens. Alors, j'ai deux autres questions. Est-ce que c'était la première fois que vous remportiez un projet européen, Fad et Clément, pour votre entreprise? Et la deuxième, c'est, bon, comme on a été confinés, normalement, ce programme d'accélération aurait dû être en présentiel. Vous auriez dû venir dans nos locaux à Cap Digital, rencontrer aussi les autres lauréats. Est-ce que ça a été un frein ou vous avez pu remonter enfin, comment vous avez vécu en fait ces trainings de façon à distance? Alors, moi, je trouve que c'était pas mal organisé. C'est l'outil Hop-in qui a été utilisé dans le cadre de DigiCirque. C'est assez bien fait avec des salles dédiées quand il s'agit de travailler en groupe, en petits groupes, et avec un espace de plénière. Donc ça n'a pas vraiment posé de problème pour échanger. Évidemment que ça aurait été mieux en présentiel, mais vu comment ça a été organisé, je crois que ça nous a pas posé vraiment de problème, non. Et est-ce que c'était la première fois que Agoric participait à un projet européen? Oui, Agoric est une jeune start-up, donc c'est la première fois qu'elle participe à un projet européen. Pour Unico. C'est la même chose de notre côté. Et puis honnêtement, ça s'est fait un petit peu par rapport à l'opportunité et la visibilité qu'on en avait eu de cet appel à projet-là en question, via Cap Digital notamment. C'est intéressant parce qu'on n'a pas forcément le regard toujours porté sur l'Europe ou sur les appels à projets européens. On se dit que c'est trop gros, que c'est trop difficilement accessible. Je ne pense pas que ce soit nécessairement le cas. En tout cas, ça ne l'était pas dans notre cas ici. Et je trouve que ce qu'a fait Cap Digital, c'était d'un petit peu donner de la visibilité à cet appel à projet-là en le portant, en le diffusant sur les réseaux sociaux. Et nous, ça nous a permis d'y avoir accès, de croire un peu en nos chances et puis ensuite d'y participer. Merci pour vos réponses. Je regarde dans l'onglet questions. Je vois pas de questions ni dans le chat. Voilà. Donc, on va continuer notre présentation sur les appels européens dédiés à la ville durable. Merci Fad, merci Clément. Vous pouvez rester avec nous. Vous pouvez sortir de scène si vous le souhaitez ou vous déconnecter. Et bien sûr, tout le monde recevra le replay et les slides cet après-midi. Merci Julien. Au revoir. Merci à vous. Donc, je continue sur les financements à cascade. Un qui s'appelle Grow Harvest. C'est
Donc, ce projet, c'est Metabuilding, il vise donc à soutenir l'innovation dans le secteur de la construction. L'appel à projet est ouvert et la deadline est le 15 septembre. Il veut donc engager une collaboration entre les PME européennes et surtout en dehors de leur secteur pour apporter de l'innovation donc à la construction. Vous avez les 4 secteurs qui sont ici bien définis par le consortium. Pareil que DigiCirque, il faudra répondre en consortium de 2 PME ou 2 startups, mais la différence, il faut qu'une des PME soit établie dans un des pays cibles ou membre des réseaux ci-dessous. Pour y répondre, il faut répondre à un des 4 challenges, donc qui sont divisés en 8 topics, et je vous ai mis directement les 8 topics ci-dessous. Le premier, les 2 premiers topics sont en lien avec l'industrie numérique, le deuxième avec les solutions basées sur la nature, économie circulaire et fabrication additive. Donc, vous pouvez recevoir jusqu'à 60 000 € par projet. 16 projets seront financés. Et si vous recherchez votre partenaire pour cet appel, il y a un événement matchmaking le 19 juillet et je vous ai mis le lien pour vous y inscrire. Je continue sur les 2 open calls d'UFO, qui est aussi un projet InnoSup. En fait, c'est toute une gamme de programmes. Ici, on vise à développer des produits et services volants. On veut intégrer des nouvelles solutions technologiques embarquées dans le domaine des petits objets volants. Donc là, on parle de small sats, les drones et les systèmes de la plateforme à haute altitude. La deadline pour les 2 appels à projet, vous avez 2 types d'appels à projet, démonstration et faisabilité. Donc, il faut y répondre avant le 22 septembre et appliquer votre solution à l'une des 6 industries. Pareil, répondre en consortium avec 2 PME. Elles doivent être établies en Bulgarie, en France, en Grèce, en Roumanie ou Royaume-Uni, et vous pouvez recevoir jusqu'à 60 000 € par PME. Et pour terminer, ces projets viennent d'être financés par la Commission européenne. Pareil, ils vont lancer des appels à projets plutôt l'année prochaine, donc en 2022. Je vous ai mis juste ici donc les liens du site internet de la Commission européenne qui vous décrit brièvement l'ambition de chaque projet. Vous pouvez en fait, cette page vise à vous donner des éléments de veille pour l'année prochaine quand les appels à projets sortiront. Je vais continuer donc avec Horizon Europe. Donc Horizon Europe, c'est le successeur d'Horizon 2020. C'est le grand projet de la R&D de la Commission européenne. Celui-ci va se dérouler, donc a commencé cette année en 2021 et se clôturera en 2027. Et, la Commission européenne a dédié 95,5 milliards d'euros pour ce programme qui est en fait structuré principalement, comme vous voyez, autour de 3 grands piliers. Et nous, aujourd'hui, on va se concentrer sur le pilier 2 et 3, et sachant que le pilier 2 représente un peu plus de la moitié du budget, donc un peu plus de 50% du budget des 95 milliards. Et puis après, on s'intéressera aussi au pilier 3, qui là va concerner tout ce qui est IXI, accélérateur ou anciennement instrument PME phase 2. Alors, Horizon Europe pilier 2, ici on vise à financer des projets collaboratifs européens. Il s'est divisé en 6 grands clusters ou 6 grandes thématiques. Le cluster 1 concerne la santé, le 2 la culture, le 3 la sécurité civile pour la société, etc. Ce qui est intéressant, c'est que ce sont tout type d'acteurs qui peuvent être éligibles. Donc, vous avez le centre de recherche, les entreprises. Donc, quand je dis entreprise, c'est bien aussi bien de la start-up que du grand groupe. Les associations type Cap Digital, les collectivités territoriales
peuvent s'inscrire. Pour être éligible, un consortium doit avoir minimum 3 partenaires de 3 pays différents, dont une entité juridique doit être établie dans un État membre de l'Union européenne. Donc, les pays associés à Horizon Europe, vous avez donc le Royaume-Uni et j'ai appris récemment que la Suisse ne fait pas partie de ces pays associés. Donc, si vous avez des partenaires suisses, ils ne seront pas éligibles par ce financement. Il existe 3 types d'actions, hein. Les RIA qui visent à établir de la nouvelle connaissance, explorer la faisabilité d'un procédé, d'une solution. Donc, on est plutôt sur des TRL bas. Après, vous avez l'Innovation Action qui est plus proche du marché, qui vise à financer des activités liées au prototypage, à la validation du produit à grande échelle ou des essais. Et pour terminer, vous avez donc le CSA. Donc là, ça vise à financer des actions qui sont plutôt liées au dialogue politique, aux exercices d'échange mutuel, à la dissémination ou sensibilisation ou la communication sur une thématique précise, ou bien à viser à financer des activités autour de la conception de nouvelles infrastructures européennes. Bien sûr, Cap Digital peut vous accompagner dans la recherche de votre partenaire. Donc, n'hésitez pas aussi à nous contacter en tant qu'adhérent lorsque vous avez identifié un call, par exemple, et vous dites, c'est très bien, mais où trouver des partenaires? On peut vous aider aussi à vous guider. Et là, je vais passer donc la parole à Anouk, qui va continuer à vous présenter donc, le pilier 2 et plus précisément les appels à projets. Merci Julia. Donc, on vous le disait tout à l'heure, donc les programmes européens de recherche et d'innovation urbaine sont tous, ou pour la plupart, renouvelés pour la nouvelle période donc, de 2021 à 2027. Avec le lancement notamment d'une nouvelle initiative qui s'appelle l'Initiative urbaine européenne, qui abritera l'ancien programme UIA. D'autres initiatives qui continuent, donc le programme Urbact à côté du IA, le programme LIFE et le programme ESPON. Donc, pour commencer avec les appels à projets du pilier 2 d'Horizon Europe, je voudrais juste faire une brève introduction sur l'accès des PME au financement européen, et notamment à Horizon Europe. Donc, les PME ont besoin d'un soutien sur mesure pour les aider à se développer, à innover. Ce soutien, il est essentiel dans la mesure où la réussite économique européenne dépend fortement de la croissance de ces startups et PME, mais qu'on remarque que ces PME ont toujours des difficultés à obtenir des financements et que c'est le principal obstacle à leur croissance, et ont besoin de ces financements externes pour grandir et se nourrir les unes des autres, notamment sur la scène internationale et aujourd'hui, celle dont on parle, la scène européenne. Donc, ce constat, il est vrai dans tous les secteurs, mais y compris dans celui de la fabrique urbaine française et européenne, où les PME et les startups peuvent se positionner comme des acteurs à part entière de la ville et de la construction de la ville et assumer pleinement leur rôle en participant au programme européen. Alors, pourquoi s'engager dans un programme européen de recherche et d'innovation urbaine? Les 2 dernières années du programme Horizon 2020 ont montré qu'on s'alertait sur l'utilisation assez insuffisante en France des financements, des dispositifs de financement européens. Et il y a eu plusieurs initiatives d'incitation des acteurs à davantage se tourner vers ces programmes, notamment vers le programme cadre Horizon 2020, pour en tirer profit. Et c'est d'autant plus vrai aujourd'hui que le nouveau programme connaît une augmentation de son budget, du budget qui lui est alloué, très importante. Donc, au-delà du financement, qui est évidemment la raison principale de se lancer dans le montage d'un projet européen, c'est aussi l'aspect collaboratif européen qui est souvent considéré et décrit par les porteurs de témoignages de montage de projets européens comme
le bénéfice principal à l'issue du financement. Et par exemple, il n'a échappé à personne que le Royaume-Uni s'est associé au nouveau programme, alors que son gain financier sera nul. Et c'est bien ce qui veut dire qu'il y a vraiment une plus-value majeure pour le Royaume-Uni et pour tous les États membres de l'Union européenne pour s'engager dans des projets européens, au-delà du financement, donc, qui réside bien dans la collaboration en recherche et en développement et en innovation dans tous les domaines, et notamment urbains. Donc, concernant les appels à projets urbains, aujourd'hui, on abordera les appels 2021 et 2022, donc les appels dont la clôture survient en 2021 ou en 2022, puisque la Commission européenne vient de procéder à la publication de tous les programmes de travail. Et bien sûr, on n'aura pas le temps aujourd'hui de rentrer dans tout le détail technique et scientifique des topics des appels à projets mentionnés, mais le Pinville et Cap Digital restent à vos côtés pour approfondir tous les topics par mail ou par téléphone. Voilà, donc aujourd'hui, on a décidé de se concentrer sur les clusters 2, 4, 5 et 6 du pilier 2. Ce sont des clusters au sein desquels on a pu identifier, disperser dans les programmes plusieurs topics et thématiques abordant des problématiques urbaines. Julia vous rappelait tout à l'heure les types d'actions financées, donc des actions d'innovation, des actions de recherche et d'innovation et des actions de coordination et de soutien. Et donc ce type d'action est toujours précisé dans l'appel, ce qui pourra aiguiller les entreprises. Et puis le niveau de TRL est aussi bien souvent précisé dans l'appel. Donc pour les entreprises, le niveau de TRL qui correspond au niveau de préparation technologique et souvent, encore plus pratique, le niveau de TRL est indiqué pour le début et la fin du projet. Donc on voit d'où on part et où est-ce qu'on doit aller. Donc dans le cluster 2 qui s'intitule Culture, créativité et société inclusive, on a plusieurs topics. On a en 2021 donc, un topic qui vient d'ouvrir sur l'exploration de nouveaux modes de gestion participative et financement durable des musées et autres institutions culturelles, en particulier dans ce contexte de crise pandémique, où les institutions culturelles ont connu une crise majeure. Toujours dans le cluster 2, deux appels, un sur la façon de montrer comment la prise de décision en matière de migration évolue tout au long du parcours des demandeurs d'asile ou de migration, et à quel stade les politiques sont les plus susceptibles de jouer un rôle dans l'évolution de ces migrations. Et un deuxième appel en 2022 sur le nouveau BOOS européen. Donc là, c'est un appel qui concerne l'architecture selon le prisme d'un mode de vie plus vert et plus équitable pour des sociétés plus créatives et inclusives. Donc c'est plus un appel sur le design et l'art au sein des villes. Il y a aussi d'autres appels du cluster 2 qui explorent des thématiques urbaines, notamment des comparaisons entre différents groupes sociaux, y compris dans une perspective spatiale, donc entre monde rural et monde urbain, entre grandes villes et petites villes. Dans le cluster 4, on a notamment en 2021 des appels qui concernent la ville dans le numérique, l'industrie et l'espace. Donc, deux premiers appels qui participeront à la création d'un pôle circulaire pour la neutralité climatique et dans l'industrie. Donc, un appel sur les flux circulaires pour les déchets solides en milieu urbain et un appel pour déployer des solutions de symbiose industrielle et urbaine pour l'utilisation de l'énergie, de l'eau, des déchets et aussi des sous-produits industriels à l'échelle régionale cette fois-ci. Et en bas, vous avez un autre appel qui se clôture en 2021, où il s'agira de construire des démonstrateurs de quartiers de logements sociaux et abordables pour améliorer à la fois la résilience et à la fois l'état de préparation des entreprises de l'Union européenne
et en particulier justement des PME et des jeunes entreprises et des startups. Dans le cluster 5, climat, énergie et mobilité, entre des appels qui s'échelonnent qui s'ouvrent en 2021, voire 2022, et qui se ferment en 2022 et 2023. Donc, deux appels mobilité qui abordent différents aspects de la mobilité. Ces aspects sont d'une part les transports routiers à zéro émission et d'autre part les systèmes de transport multimodaux et durables pour les passagers et les marchandises. Donc, un premier appel où il s'agira de créer une nouvelle génération de systèmes de bus rapides en milieu urbain et périurbain, des bus qui seront entièrement électriques et qui devront participer au renforcement des transports de masse respectueux pour le climat. Donc, cet appel s'inscrira dans le partenariat Tout Zéro. Et un deuxième appel, plus sur la logistique et la planification urbaine, où il s'agira d'anticiper la génération et la demande de fret urbain, donc en milieu vraiment urbain, y compris la numérisation du fret urbain. Enfin, un appel pour développer des solutions de régénération durable, résilientes et inclusives et accessibles dans des quartiers, permettant des modes de vie et des entreprises à faible empreinte carbone. Donc là, ce sera pour participer à la création du parc immobilier européen à haute efficacité énergétique et neutre sur le plan climatique. Donc cette fois-ci à l'échelle des quartiers. Toujours dans le cluster 5, des appels qui seront clos en 2022. Donc un premier appel qui devra donner lieu à des projets qui fourniront un cadre d'évaluation prédictive de la sécurité et de l'environnement pour un environnement urbain plus sûr, notamment pour les usagers les plus vulnérables de la route, donc les personnes à mobilité réduite, les personnes âgées, etc. Donc, ce topic, il s'inscrit dans une grande thématique qui concerne la sécurité et la résilience dans tous les modes de transport, tous confondus. Et ensuite, un second appel qui s'inscrit dans l'initiative Civitas 2030, qui est une CSA cette fois-ci, donc ni une RIA ni une IA, et qui voudra coordonner et soutenir l'innovation en matière de mobilité urbaine, financée spécifiquement par l'Union européenne. On passe au cluster 6 qui concerne toutes les thématiques alimentation, bioéconomie, ressources naturelles, agriculture et environnement. Donc, dans le cluster 6, on a plusieurs appels. On a notamment un appel sur les solutions systémiques circulaires de l'initiative des villes et régions circulaires. Donc, cette fois-ci, ça s'inscrit dans une initiative un peu particulière. Je mettrai un lien vers cette initiative pour mieux comprendre. Il y a plusieurs appels qui s'inscrivent dans des initiatives ou des partenariats et pour lesquels il faut répondre à la lumière de ces initiatives supérieures. Et un second appel pour améliorer les politiques alimentaires en milieu urbain et démontrer comment les villes peuvent transformer ces systèmes alimentaires urbains pour créer des co-bénéfices entre tous les citoyens, et notamment les enfants, les entreprises, etc. Alors, donc, toujours dans le cluster 6, on a beaucoup d'appels dans le cluster 6 qui concernent l'urbain et la ville. Un appel sur la pollution, la prévention et la gestion de la pollution, mais cette fois-ci dans les eaux urbaines, les eaux de ruissellement urbaines, dans une thématique aussi qui concerne, une grande thématique qui concerne la protection de l'eau potable et la gestion de la pollution des eaux urbaines. C'est un appel dans lequel il faudra insister sur l'aspect coopération internationale. Mais tous les détails sont décrits dans la description des topics. Et ensuite, un autre appel, toujours dans l'initiative dont je vous parlais tout à l'heure, CCRI et PDA, qui voudra s'attaquer à l'assistance au développement de projets de l'initiative des villes et régions circulaires. Donc là, ce sera pareil, une CSA
pour aider au développement de ces projets. Le cluster 6 toujours, donc des appels qui se terminent en 2022. On a toujours un appel sur... alors là, c'est plus technique et plus scientifique. C'est un appel pour piloter des solutions de gouvernance innovantes pour limiter les émissions d'azote et de phosphore à l'interface, cette fois-ci, de plusieurs milieux, donc des milieux ruraux, des milieux côtiers et des milieux urbains et des milieux industriels. Donc, c'est pas un appel spécifiquement urbain, mais qui doit quand même prendre en compte la ville et qui poursuit l'objectif de mettre fin aux émissions de polluants dans les sols et les eaux toujours. Un second appel sur l'innovation sociale dans le partage de la nourriture pour renforcer la résilience alimentaire des communautés urbaines. Alors ça, c'est un appel qui s'inscrit dans une thématique qui s'appelle « Communauté rurale, côtière et urbaine résiliente, inclusive, saines et vertes ». Donc, c'est un appel qui est aussi en lien avec toutes les initiatives de partage et d'entraide liées à l'alimentation qui se sont mises en place dans les villes au cours de la crise Covid. Et enfin, un appel sur l'adoption et la validation d'observations des citoyens pour impliquer les citoyens dans la prise de décision officielle à l'égard de l'environnement urbain et stimuler cet engagement des citoyens pour déployer, valoriser des observations environnementales. Et le dernier appel du cluster 6 qui peut intéresser la ville, il s'appelle « Villes alimentaires africaines ». Donc là, c'est un appel évidemment où il y aura un accent particulier sur la coopération internationale avec des villes africaines. Et c'est un projet d'innovation et de gouvernance, donc qui s'appuiera sur le partenariat Union européenne-Union africaine. Alors, j'ai une question, Anouk, avant de commencer sur l'EIC Accélérateur. Juste pour le budget indicatif, est-ce que tu peux nous expliquer 12 millions, 6 millions et 2, en fait, ces chiffres-là? Alors, oui, excuse-moi, je n'ai pas précisé. Donc, le budget indicatif que j'ai indiqué, le premier chiffre correspond au montant global qui est alloué au topic, donc ce qu'on appelle appel à projet, mais qui s'appelle en vrai un topic. C'est le montant global, c'est-à-dire c'est le montant qui sera dédié à ce petit intitulé. Ensuite, le deuxième montant qui est donc 6 millions, c'est le montant par projet. Donc, si on divise 12 par 6, ça fait 2. Et à chaque fois, on peut voir combien de projets seront financés, pour quel montant et par rapport à quel montant global. Voilà, j'espère que c'est clair. Et sinon, je le rajouterai dans la présentation au début des slides pour que ce soit plus clair. D'accord, merci Anouk pour cette précision et je vais continuer par vous présenter le European Innovation Council, mais focus sur le programme Accélérateur. Donc, c'est le successeur de EIC Pilot ou instrument PME phase 2. Donc là, la Commission européenne vise à soutenir donc, des innovations à fort impact, donc la deep tech ayant le potentiel de créer de nouveaux marchés ou de perturber les marchés existants. Donc, la Commission européenne veut surtout soutenir les entreprises qui sont dans la deuxième vallée de la mort et les aider vers la mise sur le marché et au scale-up. À qui est adressé cet appel à projet, donc PME ou start-up innovantes? Il faut être établi dans un pays membre ou dans un pays associé au programme de l'EIC Accélérateur. Et le Royaume-Uni, par exemple, n'en fait plus partie. Alors, sous certaines conditions, les scale-up et les personnes physiques peuvent aussi candidater. Alors, on a une question, peut-être avec Anouk, qu'on pourra y répondre. Là, je vois. N'oubliez pas de poser vos questions dans l'onglet questions. Comme ça, on pourra
on est sûr de pouvoir y répondre. Avant de continuer, je vais juste… Jean-François, j'avais une question quand vous parlez du taux de succès des différents calls, vous parlez d'Horizon Europe pilier 2, c'est bien ça? Vous pouvez mettre juste oui ou non sur le chat ou… Alors, pour le EIC Accélérateur, le premier appel a été lancé récemment. Donc, pour y répondre, il faut avoir un TRL de 5 à 6, mais vous pouvez avoir aussi des éléments de votre solution qui vont jusqu'à 8. Vous pouvez recevoir une aide sous forme de financement. Donc, c'est soit vous choisissez l'option subvention qui va de 500 000 à 2,5 millions d'euros ou un financement mixte. Donc, ça veut dire que vous avez une partie en subvention et une partie en equity qui peuvent aller jusqu'à 15 millions d'euros. Si vous êtes l'heureux lauréat, vous avez aussi accès à un bassin de coach, de mentor via l'accélérateur. Il existe 2 types d'appels que vous choisissez. Il y en a un qui est, on appelle ça bottom-up, c'est vous qui apportez l'idée du projet à la Commission européenne, ou l'EIC Accelerator Challenge Green Deal Innovation for the Economic Recovery. Et là, vous répondez à des impacts très précis qui sont en lien avec les objectifs du Green Deal, qui est combattre le réchauffement, en gros, combattre le réchauffement climatique. Si vous voulez avoir plus d'informations sur l'EIC Accelerator Challenge, vous retrouverez tout ceci dans le programme de travail que je vous ai mis dans le lien. La grande différence avec l'instrument PME, c'est que ce programme, si vous répondez à cet appel à projet, il y a 5 étapes et à chaque fois, il y a une validation si vous passez à l'étape suivante. Donc, le premier, c'est un dépôt en continu du dossier, un pitch deck, une vidéo. La Commission européenne met 2 à 4 semaines pour y répondre. Et après, vous pouvez être invité donc à déposer votre projet complet de 30 pages. Donc, il y a 2 cut-off cette année. La première était le 16 juin et la prochaine est le 6 octobre. Et donc, une fois que c'est déposé, les évaluateurs regardent votre dossier écrit et si vous, en fonction du classement, vous êtes invité à une épreuve orale devant un jury à Bruxelles. Et si vous êtes accepté et que vous avez choisi l'option financement mixte, on devra vérifier via une due diligence votre equity. Juste quelques chiffres clés concernant la dernière cut-off 16 juin, donc l'étape 2 qui est le dépôt complet du dossier. Donc, il y a eu, si vous réussissez l'étape 1, pour information, vous avez jusqu'à 1 an pour déposer votre dossier complet à l'une des prochaines cut-off. Donc là, il y a eu 801 propositions qui ont été reçues. 83% des propositions ont demandé des financements en mix et ça fait un total en tout de 4,85 milliards demandés à la Commission européenne et 30 pays donc ont participé à cet appel. Et dans les propositions, on a eu 17,5 de propositions qui comportaient donc une femme CIO. Et ceux qui vont réussir l'étape 2 seront invités donc en septembre à l'épreuve orale devant le jury à Bruxelles. Donc, je vois qu'il y a des questions. Je vais répondre déjà à la question à Jean-François. Pourriez-vous donner les taux de succès des différents calls et des différents programmes? Alors ça, c'est toujours une question un peu délicate. À nous, tu viendras, si tu veux, compléter ma réponse. Par exemple, pour l'EIC Accélérateur, je ne pourrais pas vous donner de chiffres, mais en tout cas, on sait que c'est un guichet compétitif. Avant, dans Horizon 2020, on était à 5% de taux de réussite et à la fin, dans la dernière version EIC Pilot, on était autour de 3%. Et pour les appels à projets collaboratifs, c'est difficile à savoir, on le sait après coup. Je ne sais pas si tu confirmes, Anouk, voilà, ce que je dis concernant les appels, les différents programmes.
Oui, je confirme, notamment dans la mesure où les appels viennent d'ouvrir et sont pas encore déposés, les projets ne sont pas encore déposés, donc il y aura des résultats, mais dans quelques mois seulement. Alors, la question de Vianney, doit-on postuler avec un projet précis? Alors, quand vous candidatez à EIC Accelerator, oui, il faut que vous ayez un projet ambitieux pour y répondre. Donc, faut vous sachiez où vous allez. Je suis pas trop sûre de bien comprendre ce que vous appelez par un projet précis. En tout cas, comme je vous disais, hein, il y a des appels bottom-up. Donc, c'est vous qui amenez l'idée à la commission, ou les appels top-down, comme les appels à projet dans le pilier 2, c'est vous qui répondez à un cahier des charges de la Commission européenne. Donc, vous avez les appels à projet et là est bien décrit ce qui est attendu dans la proposition. Voilà, j'espère que ça a permis de répondre à votre question. On continue. Je laisse la parole à Anouk pour vous présenter donc quelques astuces pour la rédaction de votre dossier. Merci Julia. Voilà, donc passer rapidement sur cette slide que vous pourrez relire tranquillement. Mais c'était juste pour vous signaler que les PCN, les points de contact nationaux pour le programme Horizon Europe, ont établi toute une liste de points clés pour la rédaction, des points qui sont importants à prendre en compte pour rédiger des bons projets, des projets bien inspirés et bien construits. Et je précise que dès la phase d'identification initiale de l'appel, il est important de se tourner vers ces structures d'accompagnement de proximité, donc soit au sein de votre structure, mais aussi auprès des PCN, auprès de votre réseau habituel ou local. Et c'est très important de savoir à l'avance comment le projet va se dérouler, qui va faire quoi, à quel moment, et de s'accompagner à la fois d'experts juridiques, d'experts en rédaction de projets scientifiques européens, et puis de coller vraiment à l'esprit de l'appel en l'illustrant avec des figures et pas seulement des paragraphes. Voilà. Donc, pour que les PME se donnent toutes les chances de réussir, et ainsi que les startups, dans le montage de projets européens et collaboratifs. Comme le disait tout à l'heure Fad et Clément, si j'ai bien entendu, il s'agit aussi de se confronter à des codes et à des cultures différentes d'entreprises au niveau européen. Et cela, ça peut s'anticiper très en amont en prenant part à tous les réseaux et toutes les plateformes de collaboration, de recherche et d'innovation au sein desquels, au niveau européen, les programmes de travail sont pensés bien à l'avance, voire co-rédigés, co-construits et co-pensés, et aussi qui permettent de participer à des activités d'interconnaissance entre les entreprises, entre les chercheurs, entre tous les acteurs de la fabrique urbaine. Et préciser aussi que dans ces réseaux européens, les PME et les startups sont de plus en plus associés aux structures de gouvernance. Donc, ce n'est absolument pas fermé et restreint pour les PME et les startups. Ce n'est absolument pas réservé aux grandes entreprises. Mais par contre, ça demande effectivement de dédier des personnes qui sont capables de s'impliquer, de participer, voire parfois d'animer des groupes de travail. Et voilà, ça présente un double intérêt qui est à la fois la mise en réseau et aussi la participation à la co-rédaction des programmes bien en avance et de savoir un peu à quoi s'attendre. Ici, c'est juste un bref rappel des webinaires, de tous les webinaires dont vous avez sûrement entendu parler, de lancement d'Horizon Europe, qui sont tous en replay sur YouTube. Également les infodés de la Commission européenne. Et puis, juste vous mentionner qu'il y a un événement qui vient d'arriver et qui sera réédité l'année prochaine. C'est le European Smart City. C'est un événement auquel Cap Digital a participé à l'organisation. Donc, c'est un événement payant, il est terminé, mais l'année prochaine, il sera reconduit. Quelques outils pour les entreprises en particulier. Donc, il existe des outils pour les acteurs privés et pour les acteurs publics. Ici, ce sont les acteurs privés.
quelques outils avec des liens pour vous aider à comprendre comment vous pouvez vous faire aider pour le montage de projet, puisque le montage du projet ne fait pas partie des coûts éligibles quand vous êtes financé. Également un guide complet du programme et des pays éligibles au financement d'Horizon Europe, et puis tous les documents de référence d'Horizon Europe pour vous aider à comprendre l'esprit du programme, l'esprit des appels et tous les aspects financiers, juridiques et de rédaction. Aussi un lien vers le portail de soumission des projets. Merci Anouk. Donc brièvement, je vous ai mis donc une slide sur des événements où vous pouvez trouver des partenaires européens que l'on appelle ici des brokerage events ou des matchmaking events. Alors il y en a un qui a eu lieu hier, donc voilà, je l'enlèverai de la slide, mais vous avez demain un qui concerne le cluster 6 et le prochain est le cluster 5. Et je pense que ce seront les derniers d'ici cet été et qui reprendront peut-être en septembre pour les appels qui se compteront peut-être encore en octobre, mais vous en aurez d'autres pour les autres appels qui vont se clôturer en 2022 qui vont sûrement avoir lieu en octobre, en novembre. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à notre newsletter pour avoir accès à ce type d'informations. Alors, juste Francis qui nous fait la remarque sur l'anglicisme. Oui, c'est vrai, on parle beaucoup de jargon quand on rentre dans les projets européens. Il faudra se familiariser avec tout un jargon d'anglicisme. C'est un peu, voilà, donc n'hésitez pas si vous comprenez pas certaines expressions à nous demander, à préciser ce que ça signifie. Mais il faut savoir que quand vous rentrez dans cette dynamique de projet européen, il faudra se familiariser avec ces mécanismes de financement, mais aussi ce vocabulaire qui est lié au programme européen. Voilà. Je laisse la parole donc à Anouk pour nous présenter l'initiative européenne URBAC. Tu es mute, Anouk. Merci. Alors, j'ai juste une question. Camille, vous nous posez la question du TRL. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que vous voulez savoir ce que ça signifie? Oui, alors je vais juste faire une brève parenthèse. Donc TRL, c'est le Technology Readiness Level. En gros, pour faire simple, c'est une échelle qui vous permet de mesurer votre solution, procédé, votre produit, la maturité de votre innovation. 9 étant la mise sur le marché et 1 étant, on va dire, lorsque votre produit est encore à l'idée, en état de recherche. Voilà. Et après, vous positionnez votre solution sur cette échelle. Alors, pour la science humaine et sociale, là, je vous avoue, je ne sais pas, donc je ne vais pas vous dire de bêtises, mais je peux me renseigner. Voilà, donc n'hésitez pas à m'écrire et je me ferai un plaisir, voilà, aussi de me renseigner pour vous le dire. Je te laisse la parole, Anouk. Merci. Bon, il ne nous reste plus beaucoup de temps pour aborder les autres initiatives en matière de recherche et d'innovation urbaine pour la période qui s'ouvre. Mais juste pour vous indiquer, comme je vous le disais tout à l'heure, qu'il y a une nouvelle initiative urbaine européenne qui va être lancée et qui aspirera les anciennes actions innovantes urbaines, donc le programme UIA, et qui se tiendra aux côtés du programme URBACT, qui continue lui aussi. Donc le programme URBACT, pour rappel, qui a vocation à construire des réseaux de développement urbain. Donc tout ça, ce sera dans un contexte repensé. Et URBACT évoluera toujours en programme à part entière, mais il sera fortement lié à cette initiative. Donc, c'était une proposition de la Commission européenne d'apporter un nouvel instrument aux villes qui s'appuiera sur toutes les priorités thématiques de l'agenda urbain européen et qui couvrira toutes les zones urbaines, donc qui bénéficiera à toutes les aires urbaines, toutes les villes urbaines européennes.
et qui se caractérise et qui est justifié par une gouvernance très fragmentée jusqu'ici des initiatives urbaines européennes. Donc le but, c'est de s'emparer de tous les supports, tous les outils urbains qui existent sous la politique de cohésion, et notamment du programme UIA qui s'achève, Urban Innovative Actions. Donc pour les PME et les startups, une information importante à savoir est que les entreprises privées peuvent bien entendu participer à ce programme, donc à IUE et à Urbact, mais ils y participeront en tant que partenaires, puisque les chefs de file de ces programmes sont des autorités urbaines. Ici, pour vous montrer que l'initiative mettra l'accent sur tout un ensemble de services qui se veulent intégrés pour les villes et pour la politique de cohésion, sans pour autant révolutionner l'ancien programme. Il se fera en 2 volets. Il y aura 2 volets d'implication possibles dans ce programme. Donc, comme je disais, pour tout type de villes européennes et leurs entreprises. Et le budget, ce sera 400 millions d'euros. Je ne vais pas forcément décliner tous les volets en détail parce qu'on n'aura pas le temps, mais vous les retrouverez dans la présentation. Donc, le volet A abritera l'ancien programme UIA. Et au service de ce volet A, il y aura un volet B qui abritera tout un autre spectre d'activités. Alors, des activités de déploiement des projets UIA, des activités de jumelage entre des villes et collectivités locales, des évaluations entre pairs, des activités collectives, des séminaires entre chercheurs, d'autres événements locaux sur des thématiques ciblées urbaines et des événements aussi au niveau des États membres, plus haut et plus largement à l'échelle européenne. Et c'est là que se pose la question du programme Urbact, puisqu'il figurait dans le programme de départ, mais maintenant il a été retiré. Et tout l'enjeu, ce sera de trouver la complémentarité entre les projets Urbact et les projets de l'initiative urbaine européenne. Donc le message principal à retenir, c'est qu'il y aura toute une variété d'activités qui seront regroupées sous un même outil de développement urbain, donc l'initiative urbaine européenne, et que ce seront aux États membres de décider de mettre en place la stratégie de mise en place de ces programmes dans les États. Cette initiative, ce n'est pas pour tout de suite. Il y a des activités préparatoires en cours en lien avec toutes les parties prenantes impliquées dans la construction de cette initiative. Donc là, on est dans une phase de finalisation et d'approfondissement du design de l'initiative. Il y aura un appel à manifestation d'intérêt, puis ensuite une période pour contractualiser le programme. Mais en attendant, Urbact continue, UIA aussi, et les événements continuent et l'initiative urbaine européenne sera précisée dans les mois à venir. Concernant Urbact, je vous disais qu'il reste un programme à part entière pour soutenir les villes dans la conception et la mise en œuvre de réseaux pour améliorer les politiques urbaines intégrées et durables. Le programme donc, sera toujours géré par la France, qui sera en charge de ce programme. Il y a une enquête qui a été diffusée auprès des villes pour connaître les besoins et les attentes vis-à-vis du nouveau programme. Et le programme ne va pas fondamentalement être révolutionné, comme Horizon 2020 à Horizon Europe, mais il sera repensé dans une forme de nouveau contexte, sans que ça ait d'incidence sur les appels à projets. Donc, ce sera aussi un programme dont les chefs de ville seront des villes, mais il y aura aussi la possibilité, effectivement, de faire appel à d'autres partenaires potentiels, notamment des partenaires privés. Donc, il s'agira sûrement toujours de construire des réseaux. Donc ici, je vous ai rappelé les 3 types de réseaux différents qui existent dans le programme Urbact, qui se construisent à partir d'appels ouverts par les réseaux eux-mêmes, des appels compétitifs. Pour les entreprises, les PME et les startups, on peut rejoindre un réseau en tant que partenaire si on se considère comme un acteur clé
de la construction urbaine, et qu'on travaille sur des problématiques des défis urbains, si on a un plan d'action local. Et puis, ça présente quelques avantages, puisque quand on accède à ces réseaux, on accède à différentes expertises, en plus du soutien financier, évidemment. Il y a aussi d'autres outils d'implication pour intégrer Urbact. Donc, soit intégrer un groupe local Urbact, soit devenir un expert Urbact. Donc, ce sont d'autres outils d'implication qui n'impliquent pas forcément d'être un partenaire d'un projet, mais de participer aux discussions en tant que partie prenante locale dans les villes. J'ai une question, Anouk. Qui peut être expert? Est-ce qu'on peut être entrepreneur? Il faut être élu? Justement, je me demande, je n'ai pas encore trouvé d'informations précises et en fait, j'attends aussi d'avoir des nouvelles informations sur le futur programme parce que c'est une forme d'implication, mais on verra si elle sera reconduite dans les prochains réseaux puisque le programme s'achève. Donc, je note la question et j'y répondrai. Un prochain webinaire. Voilà. Merci. Voilà, donc ici, juste pour préciser ce qui va rester et ce qui va évoluer dans le programme, que vous aurez le temps de consulter. Donc l'objectif, c'est de continuer à aider toutes les villes européennes à échanger en matière de bonnes pratiques, en matière de développement urbain durable, de les mettre en réseau et d'être de plus en plus ouverts à toutes les villes. Et en mettant en accent, évidemment, comme tous les programmes européens, sur les priorités vertes et la transition numérique et le genre. Les prochaines étapes, donc le programme sera, les premiers appels à projets seront lancés normalement fin mai, début juin de 2022. Je me suis trompée, c'est 2022, lors du festival Urbact. Et avant ça, il y aura tout un processus de contractualisation, évidemment. Donc, ce n'est pas pour demain tout de suite. Le programme LIFE. Donc, le programme LIFE, c'est aussi un programme qui permet de développer des projets urbains qui peuvent être portés aussi par des entreprises, même si ce n'est pas toujours le cas. Il y a énormément d'informations sur ce programme sur le site de Enviropéa, si ça vous intéresse, qui est très, très complet sur ce programme et qui le sera aussi, je suis sûre, pour la période qui s'ouvre 2021-2027. Si je puis me permettre, Anouk, si on doit faire une différence entre le programme Horizon Europe et le programme LIFE ne finance pas de la recherche et du déploiement à très grande échelle, hein. On est plutôt là sur des projets de développement de la technologie, mais la solution est déjà en dehors du laboratoire. Donc, pour ceux qui sont familiarisés avec les TRL, ça équivaut à un TRL au niveau de 5. Alors, j'ai une question de Cécile qui nous demande qui est Enviropéa. Alors, Enviropéa, c'est un... Alors là, je parlais du site web d'Enviropéa, mais c'est une équipe qui s'occupe des programmes européens environnementaux. Et sur leur site, je mettrai le lien, mais sur leur site, il y a énormément d'informations sur LIFE. Et il y a aussi un point de contact national LIFE, dédié au programme LIFE, qui est avec une équipe complète qui vous aide dans le montage de projets LIFE et à recevoir les informations sur LIFE. C'est vrai que là, ça peut peut-être changer puisque le programme n'a pas encore été, le nouveau programme n'a pas encore été lancé. Ce sera normalement courant juillet, mais donc Enviropéa. S'écrit comme ça se prononce. Alors, j'ai mis le lien dans le chat. Merci beaucoup. Et il y a notamment sur le site d'Enviropéa une FAQ sur le programme LIFE qui est très très complète avec des questions très précises qui seront forcément plus précises que des informations générales sur la structure du programme. Voilà, donc comme le disait Julia très justement, ce ne sont pas des projets de recherche et pas des projets de grosses infrastructures, mais des projets environ à TRL 5, 6 et 7, d'action environnementale, de conservation de la nature et d'action pour le climat, des projets d'innovation. Le LIFE se déclinera toujours en 4 sous-programmes. Il y a des petites nouveautés dans les sous-programmes, notamment des reformulations et un nouveau programme transition énergétique propre.
Le dépôt va pas fondamentalement changer. Il y aura toujours 2 types de dépôts, donc un dépôt en 2 phases et un dépôt en 1 phase qu'il faudra anticiper en s'appuyant notamment sur les points de contact nationaux. Et il y a une spécificité dans Life aussi, c'est qu'on a une partie du programme qui est dédiée à des projets proches du marché. Donc pour les PME et les startups, ça peut être intéressant pour développer une solution environnementale liée à l'environnement et à l'économie circulaire et au changement climatique sur le marché. Donc pour ce faire, sur le site de la commission, vous pouvez voir que vous pouvez accéder à des aides au montage, comme pour tous les autres programmes, et bénéficier d'outils pour explorer ces montages de projets. Alors, il y a juste une question de Mohamed. Est-ce que les projets bois et biosourcés sont éligibles dans le cadre de l'Enviropéa? Alors, l'Enviropéa, ce n'est pas un programme de financement, c'est une équipe, c'est un site web qui peut vous aider justement à identifier les financements européens. Mais si on parle de Life, oui, ces projets sont normalement éligibles. Après, ça dépend toujours comment ils seront évalués. Mais en fait, le projet Life, c'est pas un si gros budget que ça, mais les thématiques sont très très larges et les possibilités de dépôt sont extrêmement larges. C'est un peu ce qui fait la spécificité de Life aussi. Environnement, climat, nature, biodiversité, ressources. Voilà, pour faire simple, le programme Life, c'est le programme qui lance ses appels à projets, et Enviropéa, c'est une structure française qui vous accompagne et vous donne des astuces. C'est bien ça, Anouk? Exactement, c'est une structure d'accompagnement et de conseil qui peut vous aider justement à monter votre projet Life. Alors, une autre question de Cyril, les projets de transport, mobilité sont-ils éligibles? Alors ça, je n'ai pas vu dans Life, mais... Pas à ma connaissance, c'est plutôt des projets environnement, nature, climat, biodiversité. Après, il faut attendre aussi d'avoir le programme de travail pour voir s'il y a des nouveautés, à quel point on peut, quel type de projet on peut déposer dans les détails. Mais ça sera court en juillet, donc on y est presque. En tout cas, en attendant, il y a la base de données de projet Life, dont j'ai mis le lien ici, qui peut vous aider à regarder quels sont les types de projets, tous les types de projets qui ont été financés. Et dedans, il y aura peut-être des informations sur les thématiques. Ou alors s'adresser aussi au point de contact national Life, qui doit savoir plus. Donc pour les entreprises, les domaines qui sont plus portés par des entreprises privées sont dans les domaines des ressources, de l'environnement et du climat, et moins dans la nature et la biodiversité. J'espère avoir répondu à votre question. Évidemment, on pourra les prendre et revenir vers vous. Donc, je disais des points de contact nationaux Life. On verra comment ce sera remanié pour le prochain programme. Et puis, la gestion de Life sera confiée, est déjà confiée pour le nouveau programme à une nouvelle agence qui s'appelle Cinéa, et non plus l'EASM. Voilà, donc ça, ce sont les prochaines étapes que je vous mentionnais juste avant. Et enfin, rapidement, pour pas vous garder trop longtemps, le programme ESPON, qui peut aussi impliquer des entreprises. Donc, c'est un programme ESPON, donc Observatoire en réseau de l'aménagement du territoire européen et de la cohésion territoriale. C'est un programme de recherche appliquée sur l'aménagement du territoire européen qui implique de nombreux pays européens, mais dans lequel les entreprises peuvent participer, notamment au développement d'outils, de cartes, de bases de données, tout ça pour enrichir les connaissances disponibles et créer un lien entre la recherche scientifique et l'élaboration des politiques territoriales en Europe. Donc le prisme territorial sera toujours bien présent en 2021-2027, avec des nouveaux objectifs, évidemment, renforcer la base de connaissances pan-européenne sur les dynamiques territoriales, mais aussi ajouter une dimension green, une dimension juste,
qui n'effacera pas la dimension territoriale, mais l'accent sera mis sur le renforcement de la résilience des territoires de l'Union européenne et la transition verte, comme évidemment dans tous les programmes européens, c'est une constante. Donc il y aura des thématiques proprement urbaines, mais aussi d'autres thématiques qui seront liées à l'urbain, le tout en essayant de mieux planifier les activités. Donc il y aura une approche plus thématique de tous ces travaux. Donc je vous ai mis aussi les thématiques en couleur qui peuvent être abordées, donc notamment la thématique du développement urbain et durable. Pour les PME, donc les PME peuvent bénéficier et utiliser les données qui sont produites par ESPON. Elles peuvent aussi participer au projet en fonction de leur expertise, puisque le programme ESPON fait quand même appel à des expertises très très spécifiques et très pointues, puisqu'on est sur la production d'outils, de bases de données, de cartes, de cartographie, etc. Les prochaines étapes, donc le point de contact national ESPON, à ma connaissance, n'est pas encore réétabli pour le prochain programme. Il y a un groupe de travail qui travaille sur la préparation de ce programme en ce moment. Donc on aura des informations à venir, c'est pareil. Donc pour UIA, Urbact, Life et ESPON, on est dans l'attente du lancement des programmes européens. Et puis enfin, pour terminer, quelques ressources qui pourront vous aider à comprendre comment les PME et les startups peuvent accéder au financement européen en général, comment l'Union européenne soutient les entrepreneurs, et aussi le réseau EEN que je pense vous connaissez, qui s'occupe précisément des entreprises en Europe. Également, pour finir, n'hésitez pas à vous impliquer dans les réseaux urbains européens. Ici, j'en ai mis quelques exemples sur lesquels le Pinville peut aussi vous informer. Pour gagner en intimité avec toute cette culture européenne, on parlait tout à l'heure du jargon, pour comprendre les attentes de la Commission européenne vis-à-vis des porteurs de projets, y rentrer très en amont et être représenter plus la France au sein de ces réseaux, puisque par rapport à d'autres beaucoup plus petits pays, on est un peu moins représenté. Et ça peut constituer une véritable stratégie d'y être vraiment présent et d'y consacrer plus d'attention. Évidemment, d'y dédier quelques ressources, mais le bénéfice existe ensuite. Voilà, juste les liens de contact et les formulaires pour contacter le Pinville, pour diffuser vos annonces de recherche de partenaires et d'offres de compétences dans le domaine de la recherche et de l'innovation urbaine au niveau européen. Et puis pour poser vos questions s'il y en a. Merci pour votre attention. Donc, j'ai mis aussi le lien vers la newsletter du Pinville. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter de Cap Digital, la newsletter européenne et la newsletter du Pinville pour rester informé sur tous ces appels à projets, ces programmes et ces politiques. Et pour être informé aussi des événements qui sont organisés ou co-organisés entre nous pour présenter l'évolution de ces programmes, puisqu'ils vont être amenés à être détaillés et publiés, on espère bientôt. Merci beaucoup. Merci Anouk. Alors, je vois qu'il y a quelques questions. Bien sûr, vous allez recevoir cet après-midi ou demain un email avec le replay, l'enregistrement de la session de ce matin et ainsi que les slides du Pinville et de Cap Digital. Et pour le projet ESPON, Cécile, donc les PME ne peuvent pas être leaders, coordinatrices d'un projet ESPON, elles peuvent être juste partenaires du consortium. Voilà, donc rapidement, je vous invite à la rentrée. Donc, je vous souhaite un très bel été, de belles vacances. Et à la rentrée, on commence avec le 7 septembre à 10h, un R&D Corner qui est donc une présentation des appels R&D régionaux, nationaux et européens. Donc, toute l'équipe de Cap Digital. Le 14 septembre, on a une Madi Keynote. Et le 23 et 24 septembre à Lille, chez nos collègues lillois, on a un événement qui s'appelle Sport Unlimited à Lille. Voilà, encore merci
merci. Oui, je vous ai mis aussi nos liens pour la newsletter. Donc, si vous voulez être informé des actions et des projets européens, je vous conseille la newsletter en anglais. Et si vous voulez connaître l'actualité sur les événements de CAP et sa communauté, la newsletter en français. Merci à tous. Bonne journée, bonne fin de matinée et à très bientôt. Au revoir. Et je voulais aussi remercier tout le monde, pardon, j'ai mal fait mon boulot. Je voulais remercier Anouk, bien sûr, du Pinville, François qui est derrière le bouton rouge pour le support technique et Fad et Clément du projet Circumax. Au revoir. Merci beaucoup, Julia. Merci à tous les 4 et merci à tous les participants. À bientôt.